Le modèle ADI, c'est un modèle parmi d'autres. Il faut bien comprendre que ces modèles sont à prendre comme des schémas. Il ne faut pas s'arrêter dessus. Vous les apprenez, vous les maîtrisez, et puis après, vous faites ce que vous voulez avec, comme tout schéma. Et plus ils sont maîtrisés, et plus vous pourrez improviser avec. Donc, il y a 5 étapes sur le modèle. Donc, il y a une première phase donc, qui va être la phase d'analyse. Donc, c'est vraiment la phase en amont de réflexion. Donc, on va les voir après, de toute façon, en détail, les phases. Ensuite, il y a la partie de conception, donc en anglais, qui est la partie design. On a après la partie développement, en fait, qui serait la réalisation des contenus, regroupement des ressources, la production, etc. Voilà. Ensuite, on a l'implémentation, c'est-à-dire la diffusion, le déploiement du service, la mise en production réelle. Donc là, on va avoir les apprenants, on a la phase apprenant. Et au final, on a l'évaluation. Avant de passer sur la phase d'analyse, je veux quand même préciser qu'il y a donc le modèle SAM. Et en fait, si vous connaissez un peu les méthodes agiles en gestion web, c'est un peu la même chose. SAM, ça signifie Successive Approximation Model. Donc en fait, c'est une méthode itérative qui consiste à tester le dispositif et à le modifier au fur et à mesure. Voyons comment on travaille sur le modèle ADI. Alors, phase analyse. Donc là, le but de cette phase, c'est quoi? C'est de border votre formation. Le premier, donc l'objectif principal de la formation, ou les besoins de la formation. Alors, on peut en parler, ça dépend sur qui vous êtes, quel est votre public, mais par exemple, être capable de faire un emailing, c'est un besoin de formation. Voilà, on traduit comme ça, être capable de faire un emailing. Voilà, ça peut être un besoin. Il faut lister les compétences qui sont nécessaires pour combler les besoins, lister les compétences existantes ou connues déjà. Et ce qui est très important là-dessus, quand on liste les compétences, c'est de mesurer les écarts de compétences possibles. L'objectif, il est bien de découper les différents modules de formation après, pour permettre une personnalisation de la formation. On peut, par exemple, estimer que pour atteindre l'objectif principal, il faut savoir communiquer. Donc, on peut rajouter, je reprends l'exemple de l'emailing, il faut savoir communiquer. Donc, on peut être amené à rajouter des cours de français selon le niveau des apprenants. Donc, important de mesurer les écarts de compétences possibles dans la liste des compétences. Ensuite, les cibles, évidemment, ce sont importants sur la phase d'analyse, les personnes concernées. Donc là, on peut parler des postes, par exemple, les fonctions. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est de distinguer le type de public. Si on a des publics homogènes ou hétérogènes en technique, en savoir, en responsabilité, on a des personnes en fait qui vont se retrouver, par exemple, selon leur poste, à bouger beaucoup, d'autres qui vont plutôt être sédentaires. Donc, on va avoir effectivement quelque chose qui ne sera pas hétérogène. La personne qui fait la formation sur son poste n'est pas la même personne qui fait la formation, par exemple, un commercial dans sa voiture. Voilà, donc ça, c'est important à bien distinguer ce problème sur les cibles. Ensuite, le contexte dans lequel se déroule la formation. Donc, entreprise, à domicile, à quelle période de la vie d'entreprise. Encore une fois, il y a l'environnement technique, s'il est homogène ou hétérogène, ce qui complique énormément. C'est important donc de déterminer aussi les enjeux au niveau de l'entreprise, ce que ça va apporter et quelle valeur pour l'entreprise. Ça, c'est très, très important d'être capable d'amener de la valeur. Ensuite, dans le contexte, il faut voir les ressources existantes. Voilà. Donc, c'est dont on parlait un petit peu, les compétences existantes, voir aussi les ressources qu'on peut avoir en interne qui peuvent aider à la formation. Voilà. Donc, alors, les contraintes de temps, les contraintes techniques, budgétaires. Voilà, donc ça, c'est à voir, ce sont des risques effectivement d'échec ou d'abandon. Il faudra voir donc la motivation, quels sont les leviers de la motivation pour réduire effectivement ce risque d'échec, pour lever tous les freins à l'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt très, très important. Et enfin, on a la partie roi. Donc je ne sais pas si on fera une session dessus sur un outil qui permet de calculer comment on calcule le roi, l'outil Servuction, qui est plutôt intéressant. Donc qui permet de calculer le coût par apprenant. Mais en tout cas, c'est dans la phase d'analyse qu'on évalue notre budget et le coût. Donc sur quoi débouche par contre cette phase d'analyse? Globalement sur deux choses. Donc des documents. Donc on va avoir nos notes de cadrage. Donc la note de cadrage, c'est le document qui va cadrer l'ensemble de la formation, qui va vous permettre comme ça de savoir où vous allez, ce que vous allez, etc.
Et dans certains cas, selon le parcours, je le mets là, bon, je pense que c'est pas vraiment à ce moment-là que ça apparaît, mais ça va vraiment dépendre de la formation, d'un syllabus, des informations qui vous donnent tout sur le cours, l'enseignant qui dirige ce cours, les objectifs, la durée, éventuellement le nombre de sessions, etc. Donc là, on est plus sur une partie un peu universitaire. Mais voilà, ça peut déboucher sur ces deux éléments-là. Ça débouche aussi sur des équipes. Ça, c'est intéressant aussi quand même. À savoir une partie de création de contenu. Donc, on a aussi bien là des concepteurs pédagogiques que des techniciens, des réalisateurs. Voilà, on a toute une équipe, des graphistes qui s'occupent de la création de contenu. Ça demande aussi une équipe qui aura en charge la gestion du changement. Ça, c'est très, très, très important, la gestion du changement. On explique qu'en entreprise, sur des grosses, grosses boîtes, il faut 2-3 ans avant que le changement soit soit bien pris en compte par tout le monde et bien vécu. Donc, ça demande aussi de travailler la direction parce que si la direction n'est pas pour le changement, bah, ça devient compliqué d'amener la formation. Ça n'est pas avec vous. Il y a une gestion technique aussi à prendre en compte. Donc, ça veut dire aller approcher les équipes techniques. Si vous êtes dans une entreprise qui est souvent au niveau technique des endroits quand même assez fermés, on n'arrive pas comme ça avec ces outils. Bah, il faut prendre en compte ça. Est-ce qu'il faut installer un LMS potentiellement? Est-ce qu'il faut mettre en place son petit module e-learning à distance? Voilà, comment ça se passe et qui le gère? Donc voilà, il y a toute une mise en place technique à prendre en compte. Et bien sûr, il y a une équipe de formation avec des formateurs pour le présentiel, comme des experts et des conférenciers. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Sur la gestion du changement, moi j'ai justement un exemple sur Gaz de France. En fait, on fallait former des utilisateurs sur des nouvelles imprimantes réseau, des imprimantes réseau de groupe. Et en fait, les utilisateurs passaient de l'imprimante individuelle à l'imprimante de groupe. Donc là, je vous garantis que ça ne se passe pas très bien. Et quand on dit bah, vous allez former les individus à utiliser les imprimantes de groupe, il y a un vrai travail à faire pour que vous expliquiez à quelqu'un qui est en face de vous que l'imprimante de groupe, elle est nettement mieux que sa petite imprimante qu'il a juste à portée de bras. Et que l'imprimante qui est à 20 pas de lui, elle est mieux. Donc il y a un travail dessus vraiment à faire pour que votre formation se passe bien. Sinon, vous n'avez personne en formation, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas à négliger. Donc